Alia Story aujourd'hui avec Madeleine Testiller et il va être question de peinture, d'art et aussi d'histoire puisqu'on va parler beaucoup de ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est une Alia Story sur Studio Qualita. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Bonjour Madeleine. Bonjour Olivier. Merci d'être avec nous sur Studio Qualita pour une Alia Story, on va parler de ton parcours, on va se tutoyer parce qu'on se tutoie tout dans la vue courante, donc ça sera plus simple. Alors, on va parler de ton parcours, bien entendu, de ce que tu aimes faire, c'est-à-dire la peinture, et puis de ton alia aussi en Israël, puisque tu habites déjà depuis quelques années en Israël. On va commencer un peu par la fin. La peinture, ça fait depuis combien de temps ? Oh, hier pratiquement. J'ai commencé à l'âge de 6 ans à la maternelle. Ouais. Et comment ça s'est révélé ? Comment ça s'est révélé ? Disons qu'à l'époque, il y avait une maîtresse d'école probablement qui a apprécié mes tableaux et qui fièrement les avait exposés dans la classe et dans le préau. Donc ça a continué comme ça. Tu te rappelles de cette première exposition ? Oh, je comprends, je me souviens. Surtout celle du préau, parce qu'on faisait de la gymnastique et de la danse. Et le tableau dans le préau, c'était vraiment un grand honneur à l'époque. Donc, tu as été fière à ce moment-là de ça ? Je me rendais pas compte, mais disons que comme tous les enfants, on est toujours fiers quand la maîtresse apprécie le travail du moment. Alors on parle d'une époque avant la guerre, avant la Deuxième Guerre mondiale, à Paris. À Paris. Dans le quartier du Marais, ça s'appelait déjà le Marais à cette époque ? C'était pas tout à fait le Marais, c'était un petit peu au-dessus du Marais, c'était le 3e arrondissement. Ouais. Et mon école maternelle était dans la rue Chapeau. Moi j'habitais à l'époque rue du Temple. Rue du Temple, donc on connaît bien presque en face du musée. on connaît bien ce quartier, un quartier où il y avait bien entendu beaucoup de juifs qui habitaient. Tout à fait. Tes parents étaient arrivés de Pologne dans les années 30. Oui. D'accord. Donc des juifs polonais. Et toi, comment tu as vécu cette période avant la Deuxième Guerre mondiale ? Disons qu'une famille juive, en réalité, je pensais que tout le monde était plus ou moins comme moi, je ne me rendais même pas compte de la différence, à tel point que la première alerte que nous avons eue, j'ai dit une phrase terrible à ma mère, j'ai dit ça, ce sont les youpins qui nous font la guerre et c'est à cause d'eux qu'on a des alertes. Ma mère m'a demandé, mais pourquoi tu dis des choses comme ça ? Mais je dis, mais toutes les petites filles à l'école disent la même chose. Ah ouais. Pour moi, tous les enfants étaient comme j'étais, plus ou moins traditionnel dans les fêtes juives. Nous faisions Pessah, j'allais à la synagogue à l'époque avec mon père parce que les petites filles avaient le droit d'aller avec les hommes et je pensais que tous les enfants étaient dans le même cas. Je ne savais même pas que j'étais juif, je pensais que tous les enfants étaient juifs. Ouais. Mais sans savoir que j'étais juive, je ne savais pas. Mais les choses vont aller très vite et en fait, on va vous rappeler très rapidement que vous étiez juif, que vous étiez une famille juive. Bien sûr. Et ton papa va partir très tôt en fait. Mon papa a été engagé comme volontaire dans l'armée française. Il a fait son service militaire. En arrivant de Pologne ? Non, à la déclaration de guerre. D'accord. Et il a été démobilisé à Toulouse. Et quand il a été démobilisé à Toulouse, son capitaine lui avait dit « Mes enfants, vous êtes français. » Donc, rien à craindre. Rien à craindre. Mon père se considérait comme français. Et au mois de juin 41, une convocation est arrivée. Je pense que c'est au mois de juin, mais je ne voudrais pas être... et c'est ce qu'on appelle la convocation des billets verts. D'accord. Première grande rafle, donc vérification des papiers. Et mon père était cachère, comme on ne peut pas être plus cachère, donc il y a été... Il a été tranquille. Il a été tranquille, il a répondu à la convocation des billets verts, vérification de papiers. Et il a été convoqué rue Beaubourg au commissariat de police, et il n'est jamais ressorti de ce commissariat de police, et il a été directement interné à
À Pithiviers. Pithiviers. Donc Pithiviers, une longue période, et à cette époque, on pouvait aller visiter en fait les prisonniers. Oui, les dates sont un peu floues, mais je me souviens d'avoir été en été voir mon père au camp de Pithiviers. 41. Et je me souviens de cette visite. Ma mère pleurait, nous les enfants, on embrassait mon père. Il y avait c'était un petit peu la cour des miracles, tout le monde pleurait, mais une seule visite. Ouais. Une seule visite, et ma mère, par la suite, a essayé d'envoyer plusieurs colis à mon père. Une fois, elle est arrivée à Pithiviers sans pouvoir envoyer des colis à mon père, et elle se retrouve dans le train, en train de pleurer. Et une dame en face d'elle lui demande « Pourquoi vous pleurez, madame ?» Et elle lui répond j'ai été voir mon mari au camp de Pithiviers, on n'a pas voulu lui donner un colis. Et cette dame dit à ma mère, écoutez, donnez-moi le colis, je vais le faire parvenir à votre mari. Ma mère n'avait rien à perdre, elle lui donne le colis, et le colis est arrivé, en fin de compte, à mon père. Et il s'est avéré que cette dame, par hasard, était la femme d'un des gardiens du camp de Pithiviers. Oui. Et par la suite, ma mère est devenue amie avec cette femme qui était Lorraine, et elle lui a demandé « Est-ce que vous pouvez garder mes petites filles ?» Toi et ta sœur. Moi et ma sœur. Cette dame a accepté de nous garder, et nous sommes restés près d'1 an à Pithiviers, chez ce gardien du camp, et nous allions voir mon père. Je crois que je suis la dernière personne, quelques jours avant que mon père soit envoyé en destination inconnue, à avoir vu mon père. Donc en fait, vous étiez dans une situation un peu bizarre, c'est-à-dire que vous étiez très bizarre. Les Allemands venaient à la maison. Ma sœur était très blonde, il la prenait sur ses genoux. Et vous étiez à quelques mètres de votre père. Pas quelques mètres, nous étions en ville, mais le monsieur était gardien dans le camp de Pithiviers. Les Allemands venaient à la maison parce que comme ces gens étaient lorrains, maintenant il faut dire pourquoi ces gens étaient plus ou moins protecteurs des Juifs. Les Lorrains ont été enrôlés obligatoirement ou dans l'armée ou dans des postes similaires. Donc je suppose que ce monsieur, qui n'était pas nazi probablement, avait été engagé plus ou moins de force. En réalité, dans la vie civile, il était aviateur d'essai. D'accord. Donc, ce n'était pas du tout sa profession d'être gardien du camp de Pithiviers. Et il y avait une autre famille juive qui venait chez ces gens-là, qui s'appelait Schiffmacher, et qui s'appelaient les Civis, et qui ont été déportés par la suite. Donc, ils se mettaient en danger en protégeant les Juifs. Donc, une année à peu près, tu passes à Pithiviers, près du camp donc, de Pithiviers, en nourrice chez la famille qui est gardien de ce camp avec ta sœur. Donc, en allant chez les bonnes sœurs, en allant à l'église, en faisant la prière. Enfant caché, en fait. Des véritables petites chrétiennes, insoupçonnables d'ailleurs. D'accord. Et en 1942, en été 1942, tu retournes à Paris. Alors, disons qu'en juin 42, ma mère reçoit un avis comme quoi mon père a été déporté en destination inconnue. Le camp de Pithiviers et de Bonne-la-Rolande a été vidé complètement. Ah, il n'y avait plus personne. Plus personne, mais on ne savait pas à l'époque pourquoi. D'accord. Donc, vous ne saviez pas où il était parti? Destination inconnue. D'accord. C'est ce qu'on nous avait dit, destination inconnue. Donc on supposait peut-être que c'était pour le travail, ça ne nous venait pas du tout à l'esprit que ça pouvait être dans ces telles conditions. Bien sûr. Et donc nous nous trouvons, ma sœur et moi, à Pithiviers, les grandes vacances étant à l'époque au mois de juillet. La nourrice de l'époque, Madame Schiffmacher, nous dit, vous allez aller voir votre maman. À Paris. À Paris, donc on va voir vous êtes retournée à Paris. Maman. Je porte l'étoile jaune, hein. Mais à Pithiviers, je ne porte pas l'étoile jaune. Et arrive la rafle du Veldiv. Donc en juillet 42. En juillet 42, on frappe à la porte à 6h du matin, la police française. Tu te souviens bien de ça ? Oh, bah, très très bien, très très bien.
Et on vient rechercher votre mari. Ma mère dit, mon mari est là, elle n'est plus là depuis très longtemps. Alors c'est vous et vos enfants. Vous avez une demi-heure pour préparer vos bagages. Et ma mère était une maîtresse femme. Elle prend les meubles, elle les envoie par la fenêtre. Elle hurle dans l'immeuble, nous avons rien fait. Et je suis... Elle essaye de résister, en fait? Elle essaye pas de résister, elle essaye de protester. D'accord. Elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Et ma mère, à l'époque, avait fait une chose qu'il ne fallait pas faire, mais elle l'avait fait. Et c'est grâce à ça que je suis là, aujourd'hui, à témoigner. Nous avions le téléphone, c'était une chose très très privilégiée à l'époque. Très peu de monde avait le téléphone. Les Juifs ne devaient pas avoir de téléphone, ni de radio, ni rien du tout. Mais vous l'avez gardé quand même. Et ma mère avait gardé le téléphone. Donc, entre-temps, je fais un comeback parce qu'on avait dit à ma mère, si vous travaillez pour l'armée, il faut vous dire que mes parents étaient fourreurs. D'accord. Donc mes parents étaient fourreurs. On avait dit à ma mère, si vous travaillez à faire des Canadiennes pour l'armée et que vous donnez des machines, on arrivera à faire sortir votre mari du camp de Pithiviers. Ma mère, pour faire sortir mon père, aurait fait n'importe quoi. Elle donne des machines, elle commence à travailler et arrive la rafle du Veldiv. Donc elle téléphone à cette usine en hurlant, vous n'avez absolument rien fait pour mon mari, vous nous aviez promis de faire quelque chose, faites quelque chose. Tout ça dans la demi-heure qui vous a été donnée. Oui, absolument. Bon, ça a duré peut-être 5 minutes de plus ou de moins, mais elle a eu le temps de faire tout ça. Ah oui, c'était une maîtresse femme. Et elle téléphone, faites quelque chose pour moi et mes enfants. Et on nous embarque pour le Veldiv. Alors avant d'arriver au Veldiv, on est parqué dans un espèce de stade. D'après ce que j'ai compris, c'est le stade Japy, mais je ne pourrais pas l'affirmer. Et après, en autobus, avec des plateformes, je me souviens très bien parce qu'on était resté sur la plateforme, on nous amène au Veldiv. Au Veldiv, dans le 15e arrondissement. Alors, on est quand même un des tout premiers à arriver au Veldiv. Le Veldiv n'est pas plein. Et bon, il y a déjà des bruits, des rumeurs. Et puis ma mère essaye tant bien que mal à trouver un endroit, à nous caser. Et on trouve un petit coin, elle nous installe là. Donc vous êtes resté quelques jours quand même au Veldiv? Ah oui, bien sûr. Et ma mère se fait porter malade au Veldiv et on la transporte au milieu des pistes cyclables. Elle est sur un brancard et elle demande des médicaments, de la morphine. Et je me souviens très bien du mot morphine parce que je ne savais pas que c'était un médicament. Ouais. Pour moi, la morphine, c'était le mot mort. Oui, c'était un poison. Ça, absolument, le mot mort. Et elle demande de la morphine et puis en fin de compte, ça n'a servi à rien de se faire porter malade. Et ma mère entend des bruits qui courent au Veldiv que les premiers convois vont être envoyés à Pithiviers. Ma mère automatiquement voulait aller à Pithiviers puisqu'elle savait que là-bas nous avions un lien avec le gardien. Et les premiers qui sortent du Veldiv, c'est nous en fin de compte. D'accord. Et on arrive à la gare d'Austerlitz, wagon à bestiaux déjà. Wagon à bestiaux avec une toute petite tablette de chocolat Meunier, je me souviens très bien, et une boîte de sardines. Et on est enfermé dans le wagon à bestiaux. Ma mère a le temps d'écrire un petit mot qu'elle envoie par la fenêtre à des voisins. Et ce petit mot est arrivé. Comme quoi, on nous envoie dans un endroit qu'on ne sait pas très bien, mais probablement à Pithiviers. Avec beaucoup de courage. Oui, c'était une maîtresse femme. Et on roule et on passe Pithiviers, on ne s'arrête pas. Ouais. Ma mère pleure, bien entendu, on n'est pas à Pithiviers, on ne sait pas où est-ce qu'on nous amène, et on nous amène à Bonne-la-Rolande. On arrive à Bonne-la-Rolande, le premier convoi, le premier train qui arrive à Bonne-la-Rolande. Vous êtes premier à arriver. Ah oui, il n'y avait personne, le camp était vide. D'accord. Le camp était vide, on fait toutes les baraques, on nous installe dans la baraque numéro 8. Et il faut que je dise que dans l'immeuble où nous étions 4 familles juives. Rue du Temple. Rue du Temple, au 114 rue du Temple.
Et nous sommes arrêtés avec une famille qui s'appelle Chaimbourg, avec un petit garçon qui s'appelle Lazare, 9 ans, une petite fille de 3 ans et demi, Régine. Et le père C'était en fait vos voisins. C'était nos Les voisins. Du temple. Et le père avait été, à l'époque, interné avec mon père à Pithiviers. Donc nous étions très proches et on arrive à Bonne-la-Rolande avec cette famille. On nous octroie 3 lits à 6. Moi, je dormais avec le petit garçon, ma sœur avec ma mère et cette dame avec la petite fille Régine. Et bon, ma mère, qui était, je répète, maîtresse femme, a tout de suite été désignée pour travailler à la cuisine. D'accord. Donc elle travaille à la cuisine, et ce qui nous donne une gamelle de haricots en plus. Un peu plus. Voilà. Donc vous restez à Bonne-la-Rolande. À Bonne-la-Rolande combien de temps? Une petite semaine. Oui, une semaine. Et au bout d'une semaine, déjà l'époux commençait à arriver. Les enfants, on ne peut pas dire qu'on se rendait compte du danger. On se rendait compte un petit peu de l'aventure. On courait dans ce camp. On allait d'une baraque à l'autre, on montait dans les lits superposés. C'était un peu la grande aventure. Et quand je le dis, ça paraît tout à fait bizarre, mais c'était un peu ça. Parce que l'enfant ne se rend pas compte du danger. Et au bout d'une semaine, je suppose, vous êtes sorti. Arrive une lettre de cette usine qui devait faire sortir mon père du camp. Comme quoi ils avaient besoin de ma mère à l'usine. Pour travailler, et on nous libère. Et au moment de la libération, ma mère demande à cette dame qui était avec nous de nous confier la petite fille de 3 ans et demi au moins. Et cette dame dit non. On nous a dit que les enfants moins de 6 ans, on ne les gardait pas et que les parents seraient libérés avec les enfants. Donc, elle ne donne pas cet enfant à ma mère. Et cette dame a été déportée avant les enfants. Les enfants ont été séparés des parents. Et après, ils ont été envoyés à Drancy. Et ils ne sont jamais revenus. Ils auraient pu être sauvés. Ils auraient pu être sauvés. Donc après cette période du camp de Bonne-la-Rolande, il y a encore toute une période où il y a la guerre, où ton père donc est parti, on ne sait pas... Oui, mais je voulais revenir à la libération de Bonne-la-Rolande, parce que j'ai encore ce document, qui est horrible d'ailleurs, un document avec un cachet faisant foi de Bonne-la-Rolande, comme quoi on donnait à Madame Reymann et ses enfants l'autorisation de sortir et de sortir. Et c'est en fait le papier qui vous a aidé, qui a permis la libération. Quoi. Non, de sortir après le couvre-feu. Parce que le couvre-feu était à 6 heures, les Juifs n'avaient plus le droit d'être dans la rue. Alors 1h30 après le couvre-feu, parce qu'on est arrivé à la gare d'Austerlitz, probablement après le couvre-feu, et j'ai ce papier en quoi, on autorise Madame Reymann et ses 2 filles à circuler après le couvre-feu. Donc vous retournez à Paris, dans votre appartement ? On retourne à Paris. Il y avait déjà les scellés sur l'appartement. Donc on nous ouvre les scellés et ma mère retourne travailler dans cette usine pour donner quand même le change. Bien sûr. Pendant un certain temps. Donc, elle prend probablement contact avec l'OSE. Je ne sais pas très bien comment que ça se passe, mais je sais que ça a été pris avec l'OSE. Et l'OSE avait pour mission d'envoyer les enfants dans des familles pour les sécuriser. Et on nous envoie à Vendôme. À Vendôme. Donc, vous êtes encore caché jusqu'à la fin de la guerre. Jusqu'à la fin de la guerre à Vendôme, dans une famille qui s'appelait Philippot. Donc, je suis scolarisée un jour oui, un jour non. Je vais à l'église, toujours avec ma petite croix, et je vais au catéchisme. Je connais les prières de A à Z. Je peux vous les réciter en français et en latin jusqu'aujourd'hui. Et pendant toute cette période, tu continues à peindre ? Je continue toujours à dessiner. À dessiner. À dessiner et à peindre...
Toujours. Ça te permettait de quoi? Ça te permettait de te détendre? Ça te permettait Je ne sais pas. J'en avais besoin, je ne sais pas. Je n'analysais pas. Mais disons qu'il y a des enfants qui... Je ne sais pas. Je crois que je n'ai jamais tellement joué à la poupée. J'ai toujours été avec un crayon à la main, en fin de compte. Alors arrive la libération. Et puis vous vous rendez compte que ton papa ne revient pas? Oui, ma mère va tous les jours à l'hôtel Lutetia, elle pleure, elle revient, et papa n'est toujours pas là. Et donc vous vous rendez compte il ne reviendra pas? J'ai attendu peut-être pendant au moins 2 ans. 2 ans? Ah oui, j'étais sûre qu'il allait revenir, Je faisais même des rêves, j'ai même un rêve très très précis, comme quoi il était dans un village qui s'appelait près de la Roche-Posay. J'ai encore cette adresse-là. Je ne sais même pas si ce village existe, mais dans mon rêve, c'était dans un petit bois près de la Roche-Posay et qu'il était caché là-bas. Il faut dire que j'étais une petite fille, comme beaucoup de petites filles. Mon papa, c'était le plus beau. Bien sûr. Et très amoureuse de mon papa, c'était le plus beau. Donc, bien entendu, c'était très difficile de se rendre compte qu'il ne revient pas. Et ça a aussi été très difficile pour ta maman qui a été, Ma maman est pratiquement, je ne peux pas dire qu'elle s'est suicidée, mais presque ma maman pleurait. Elle était mère, mais elle était certainement plus femme que mère. Et elle pleurait tous les jours. Et elle est morte d'un cancer au cerveau, et à l'époque on trépanait, mais dans dépit du bon sens. Et elle est morte quelques mois après la libération. C'est une victime de la guerre, en fait. C'est sûr. Ça, c'est sûr. Donc tu te retrouves à l'âge de à peu près 8 ans, 9 ans Disons que depuis l'âge de 8 ans et demi, je suis seule. Avec ta sœur? Oui, avec ma sœur, avec quelques petites périodes avec ma mère, mais disons d'être seule, c'était presque normal, avoir des parents, et il y avait beaucoup d'enfants dans mon cas. Alors, quand on est seul à Paris, après la guerre, enfant juive, qui c'est qui s'occupe de toi? Un tuteur et un sous-brogé tuteur est nommé. Le tuteur est un cousin éloigné qui s'occupe pas beaucoup de nous, en fin de compte, et qui me dit un beau jour, à 12 ans et demi, il faut que tu travailles. D'accord. Donc, il te demande qu'est-ce que tu veux faire? Il me demande qu'est-ce que je veux faire, et comme toujours mon crayon à la main, la moindre des choses, c'est ou être artiste ou photographe. Donc je décide de lui demander et de lui dire je veux être photographe, mais il n'en est pas question, c'est pas un métier. Tu seras fourreur comme tes parents, tu travailleras dans la fourrure, et il me met à la machine. Donc tu commences à apprendre le métier. J'ai 13 ans, ouais. Et pendant toute cette période aussi, je crois que tu es au sein d'une association communiste juive. Disons que j'étais encore scolarisée à l'époque, et il y avait une dame qui était juive et qui avait une fille, je crois qu'elle était dans la classe de ma sœur, et qui a vu ses 2 enfants orphelines et qui nous avait demandé à l'époque « Qu'est-ce que vous faites pour les vacances ?» On ne fait rien du tout pour les vacances. Et elle nous a dit « Je vais m'occuper de vous ». Et elle nous a inscrites au 14 rue Paradis. Et je dois dire que si je peux dire bien tourné dans ma vie, c'est grâce à cette organisation qui a pris des enfants juifs sous son aile, qui nous envoyait en colonie de vacances, qui le soir faisait des réunions, qui nous emmenait au théâtre, qui nous faisait parler même yiddish, qui s'occupait de nous. C'était notre famille. Et vraiment, il y avait tous les jours plus ou moins... C'était que des orphelins? Que des orphelins, pratiquement que des orphelins. Il y avait quelques enfants avec ou un papa ou une maman. C'était déjà des grands privilégiés. La plupart des enfants étaient des enfants comme nous, plus ou moins abandonnés. Donc tu fréquentes cette association. Parallèlement aussi à ça, tu commences à apprendre ton métier. Et puis tu vas rencontrer quelqu'un. Je vais rencontrer un beau jeune homme qui était un vieux, il avait 24 ans. Et toi, tu avais 16 ans? 16 ans. Et bon, ça a commencé comme ça. Alors c'est ton mari, Joseph Testiller? Il faut dire qu'il ressemblait à papa. Ah. Donc il avait tous les atouts.
Il avait tous les atouts. Il arrivait de déportation. Il avait été déporté pendant 4 ans. Et 4 ans, c'est un cas. C'est un cas. Très, très peu ont résisté. Il faut dire qu'à l'époque, il a été déporté un peu après sa bar mitzvah. Donc, à cet âge-là, on n'est pas inconscient complètement, mais on n'est pas conscient comme les adultes. Donc, il arrivait à faire abstraction. Ils étaient beaucoup plus forts, les jeunes, que ceux qui avaient une famille. Il fallait penser à la famille, aux enfants. Et bon, il a résisté 4 ans. Il est sorti, et donc vous vous retrouvez dans le même atelier de fourrure, où vous faites le même travail, tout à fait. Le même métier. Il t'apprend même un peu à travailler ? Oh, tout à fait, parce que moi j'étais très très mauvaise en l'occurrence, et lui il était beaucoup meilleur. Donc il m'apprend à travailler, et puis petit à petit... un bisou par-ci, un bisou par-là. Je me laisse pas faire. C'est pas facile. Pas facile du tout. Il a ramé. Et donc, à 17 ans, quand même, il te demande ta main. À 16 ans et demi. 16 ans et demi. 16 ans et demi. À 17 ans, je suis mariée. Il a fallu une dérogation, alors ? Dérogation à la mairie. À l'époque, on donnait des dérogations plus ou moins facilement, parce qu'il y avait beaucoup d'enfants dans mon cas. Et un mariage se fait, mon tuteur nous offre ce mariage, pas mal d'ailleurs, un bon mariage pour l'époque, mais sans se soucier beaucoup de nous. Et après le mariage... L'après-mariage, c'est-à-dire après le mariage, on prend le métro tous les deux. Moi avec ma robe blanche, et lui il en oublie son chapeau dans le salon, et je prends le métro pour retourner à la maison. Donc commence la vie en couple, et puis vous décidez aussi de vous lancer dans des affaires, parce qu'en fait, ce que tu t'es dit, si on voulait vraiment réussir, il fallait être indépendant. Disons que j'avais pas beaucoup d'expérience, lui non plus d'ailleurs, mais j'avais l'expérience de mes parents qui étaient aisés. Pour l'époque, c'était déjà beaucoup. Et je savais qu'il ne fallait pas rester dans cette condition, et je savais qu'il fallait faire quelque chose. Et lui aussi, d'ailleurs. Donc, tous les deux, nous avons décidé... Vous aviez vraiment une grande volonté, tous les deux, ensemble. Comme on dit en hébreu, ein brera. Il n'y avait pas de choix. Il n'y avait pas de choix. Donc, je ne sais pas si c'est héréditaire, ou... Je pense quand même que c'est en nous. C'est ça. C'est en nous, ça. Je pense que c'est en nous. On se décide de quitter notre emploi, et on commence vraiment à galérer, parce que personne ne fait confiance à 2 enfants, personne ne nous fait crédit, mais on s'accroche. Et puis petit à petit, on y arrive. Voilà, vous allez faire une affaire qui va pas trop mal marcher. Même très bien. Même bien marcher. Même très bien. Donc dans la fourrure. Et parallèlement à ça, alors on a dit son nom, c'est Joe Testiller. Peut-être que certains de nos auditeurs, ce nom n'est pas inconnu, parce que c'était quelqu'un de très engagé. Ensemble, vous étiez très engagés dans la communauté. Il est plus connu sous le nom de Yossele Testiller. Parce qu'il avait une émission yiddish pendant près de 25 ans, en tant que volontaire bénévole sur Radio J. Il a été vraiment à l'ouverture de Radio J, les tout premiers. Et pendant 25 ans, il a fait son job consciencieusement. Donc il a animé cette émission yiddish pour justement perpétuer la langue yiddish, la mémoire aussi. C'était Serge Agenberg qui était le directeur et l'initiateur de Radio J, la première radio, qui avait fait ce vœu pratiquement à son père. Et il a dit, tant que je serai là, il y aurait une émission en yiddish. Il y a eu beaucoup de gens qui ont été contre cette émission, et ils l'ont maintenue. Joe a toujours fait cette émission yiddish, et Serge a toujours tenu le coup envers et contre tous pour que cette émission existe en souvenir de ses parents. Alors, vous êtes, il faut dire, une famille, on va dire la famille Testiller dans son ensemble, assez engagée, puisque ta sœur et ton beau-frère aussi ont fait un travail de mémoire très important et continuent de faire, ta sœur continue de le faire. Cet engagement, c'était quelque chose de naturel ? Je pense que oui. Je trouve que c'est tout à fait naturel de
de pouvoir partager, de pouvoir faire quelque chose avec les autres quand on est plus ou moins favorisé, de pouvoir... je ne sais pas. En réalité, on dit que les parents élèvent les enfants et les initier. Mais moi, je n'ai pas été initiée. Et c'est inné. Ou alors c'est dans nos chromosomes chez nous. Il y a beaucoup de choses dans les chromosomes, je vois. Je pense qu'il y a quelque chose. C'est possible. En tout cas, pendant toute cette période aussi, il y a Israël qui commence à naître, puisque tu as vu la naissance de l'État d'Israël, puisqu'en 1948, tu étais jeune fille. Tu te rappelles de ce moment-là, de la naissance de l'État d'Israël ? C'était ma période communiste. Hein. Je suis devenue sioniste bien après, avec mon mari. De toute façon, il n'en était pas question d'être autre chose que sioniste. Et puis j'ai commencé à comprendre ce que j'étais. Déjà, avec les communistes, on était communistes, mais quand même très très juifs, puisqu'on nous apprenait des chansons en yiddish, on nous apprenait à parler en yiddish, on nous apprenait notre histoire, les enfants faisaient déjà leur bar mitzvah, c'était des communistes, mais juifs, mais vraiment juifs. Non, j'ai pris conscience que, en fin de compte, j'ai toujours su que j'étais juif. Bien sûr. Toujours. J'ai toujours su que j'étais juif. Mais il y a eu quand même... pas une initiation, mais je pense à un refoulement que j'ai toujours d'ailleurs. J'ai toujours ce refoulement en moi. On m'a dit pendant toute mon enfance, ne dis pas que tu es juif, ne raconte pas, ne parle pas, ne dis pas. Et ce refoulement, je l'ai encore en moi. Aujourd'hui, même en Israël, à Tel Aviv ? Non, à Tel Aviv, je n'ai plus ce refoulement. Ah. Mais quand je vais à l'extérieur, oui. Oui, toujours. Quoi, c'est une peur, Probablement, c'est viscéral, c'est... C'est un certain traumatisme, en fait. C'est un traumatisme. C'est un traumatisme de dire à un enfant... D'ailleurs, à tel point qu'on s'est retrouvés plus ou moins, il n'y a pas tellement longtemps, avec différents enfants qui ont été cachés... au même endroit, et on s'est aperçu qu'à l'endroit où nous étions, il y avait au moins une dizaine d'enfants. Nous nous connaissions pratiquement entre nous, sans avoir jamais dit que nous étions juifs. Ah oui. Tellement on nous avait dit de ne pas le dire, et nous étions formatés. Ouais. Donc je pense que ça laisse quand même des traumatismes dans l'enfance. Et jusqu'aujourd'hui, je pense que je ne suis pas aussi ouverte que je devrais l'être. Je ressens certaines choses que... J'ai peur d'aller au-devant des gens, par exemple. Alors, on va revenir quand même à ta passion, qui est la peinture. Avec, on l'a compris, donc à partir de l'âge de 6 ans, tu commences déjà à dessiner, et puis ça continue, même pendant la période de la guerre. Ton mari, comment il a accepté ça ? Il ne m'a jamais empêché, au contraire. Avec les 3-4 sous qu'on avait, on achetait des couleurs et je peignais toujours. J'ai toujours peint, en fin de compte. J'ai toujours peint. Il n'avait pas de culture picturale. D'accord. Mais il avait un certain goût. Il aimait ce que tu faisais ? Non, mais il savait ce qui était bien ou pas bien. Disons que, par exemple, moi, quand je fais une toile... Je sais si elle est bien ou pas bien. D'accord. Et lui, d'instinct, il savait celle-là est bonne et celle-là est pas bonne. Et souvent, je lui demandais qu'est-ce que tu en penses ? Il me dit ça c'est bien et ça c'est pas bien. D'accord. Sans avoir aucune culture, il avait un goût assez certain de certaines choses et il arrivait à définir ce qui est bien ou pas bien. Alors on voit derrière nous les œuvres que tu as fait, qui sont des œuvres récentes, je suppose. C'est une période, ça c'est des œuvres abstraites. Oui. Alors tu as fait toujours de l'abstrait ou tu as plusieurs périodes ? Non, j'ai crayonné au départ, je faisais des petites natures mortes comme tous les enfants avec de l'aquarelle. Après j'ai été impressionniste. D'accord. Après j'ai été cubiste. J'ai eu toutes les phases normales, mais je suis capable de faire un portrait, pas uniquement de l'abstrait. On va voir un petit film, un petit extrait de film où on te voit justement, on voit un peu tes œuvres, que tu as une exposition, je crois que c'est une exposition que tu as fait.
aujourd'hui, tu continues à peindre? Toujours, j'ai toujours mon atelier. Alors, j'en ai besoin. Alors, tu as fait, d'abord, on va parler de l'Alia. D'abord, comment ça s'est décidé de faire l'Alia? Alors, on a toujours bien travaillé, on a fait de très bonnes affaires, on avait une belle situation. Un beau jour, on s'arrête, c'est la retraite. Et qu'est-ce qu'on fait pour la retraite? On va en Israël. Disons que pendant toutes les vacances, sans exception, c'était toujours Israël. Ouais. Pour les vacances de Pâques, c'était toujours Israël. Déjà, très très longtemps avant notre Aliyah, nous avions un pied-à-terre en Israël. Donc c'était naturel pour lui. Disons, quand on arrivait en Israël, que ce soit pour 8 jours ou pour 1 mois, il nous manquait toujours 8 jours. On resterait bien encore 8 jours. D'accord. On resterait bien encore 8 jours. Il y avait quelque chose de spécial dans ce pays qui nous attirait l'un ou l'autre. Par contre, je suis quand même très française. Je ne crache pas du tout sur la culture, sur le pays qui m'a donné tout ce que je suis, en fin de compte, qui m'a tout appris. Et je remercie, malgré l'enfance que j'ai eue et ce que la France a fait de terrible pour moi, c'est-à-dire la déportation des enfants, mais je remercie quand même mes parents d'avoir émigré en France en 1930, ce qui m'a permis d'avoir cette culture. Et je suis quand même très imprégnée de la culture française. Et tu continues aujourd'hui à Tel Aviv, puisque tu as fait ton Aliyah déjà depuis une dizaine d'années, quinzaine? 13 ans. 13 ans, très bien. Tu continues à vivre cette culture juive et cette culture française, plus exactement? Oui. Oui. On arrive aujourd'hui à Tel Aviv à avoir des sorties. Oui, bien sûr, parce que mes connaissances, mes amis, c'est les Français surtout. Mes points de repère, ma façon de me nourrir, ma façon d'aller au spectacle, tout ça c'est francophone, c'est ma culture. Je n'ai absolument aucune culture israélienne. Mais tu te sens bien quand même ici? Ah ben je me sens très bien. Je me sens... C'est pas la plus belle maison, mais c'est ma petite maison à moi. Et aujourd'hui, tu continues à peindre? Toujours. Alors, tu as dit tout à l'heure, j'ai pas relevé, mais je voulais le garder pour la fin. Ça t'aide à peindre? T'as besoin de peindre? Je ne sais pas si c'est besoin, mais plutôt que de ne rien faire, je vais peindre et ça me donne beaucoup de satisfaction parce que la création, j'ai besoin de création en fin de compte. On me demande, parce que disons que dans la profession que j'ai exercée, j'étais la styliste de la maison, je créais les modèles. D'accord. Et les gens me demandent, tu n'étais pas malheureuse de ne pas peindre? Et pour moi, créer un modèle, créer un tableau, créer un bijou, c'est une création. C'est la même chose. Du moment que je crée quelque chose, je suis contente. J'aime le résultat, j'aime voir quelque chose, j'aime voir le lendemain. J'ai oh, c'est moi qui l'a fait, ou des fois c'est le contraire. Oh là, c'est pas terrible. Mais j'aime la surprise que me donne la création. Et peu importe quelle création. J'aime l'architecture, j'aime créer des intérieurs, n'importe quoi. Ouais. Et tu as toujours ce besoin de créer aujourd'hui? Toujours, encore aujourd'hui, absolument. Je crée toujours. Donc tu continues à peindre? Toujours, toujours. Ah, très bien. Très bien, merci beaucoup d'être venu nous voir et de nous avoir parlé de ce beau parcours. On peut voir tes œuvres quelque part? Il y a un site, comment on peut... Oui, alors madeleine.testhilaire@gmail.com. Et puis, il y a pas mal d'historiques, il y a des photos, il y a tout ce qu'il faut. Et voilà, on peut prendre contact avec toi si on veut avoir plus de renseignements en tout cas. Toujours. Je suis toujours ouverte. Merci beaucoup Madeleine. Merci d'être venue. Merci de nous avoir suivis pour cette Aliyah Story. Nous nous retrouverons très bientôt sur Studio Kalita. À bientôt. Bye bye. Ils ont relevé le défi de l'Aliyah. Aliyah Story, c'est vous, c'est nous.